Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Dès le début de son discours hier, Donald Trump a annoncé la couleur. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant et nous ne nous laisserons plus abuser. Au cours de chaque journée de l'administration Trump, je mettrai tout simplement l'Amérique au premier plan. Il vous effraie ou il vous impressionne, Donald Trump ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on se réveille dans un monde différent de celui dans lequel on s'est couché hier, parce qu'entre-temps, il a fait un discours extrêmement clair. Il parle de l'âge d'or de l'Amérique. Moi, je suis inquiet et je me demande si on rentre pas dans l'âge de glace du monde, et face auquel il faut se ressaisir. Donc on n'est pas là pour s'inquiéter, se déprimer, il faut se ressaisir, mais il a fait un certain nombre d'annonces extrêmement fortes. Et on va rentrer dans les détails, oui. Oui, on va rentrer dans les détails, mais d'abord je suis conscient, cette petite musique était présente depuis quelques jours, et je suis sûr qu'elle va revenir dans les jours qui viennent. Face à un phénomène de genre, la nature humaine veut se rassurer. Et donc on a tendance à se faire une raison, à se dire, il est là, il y a des contre-pouvoirs, tout va bien se passer. Ben, la réalité, c'est que pour que tout se passe bien, il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on soit unis, parce que, contrairement au premier mandat, où il n'avait pas tous les pouvoirs, là, il les a quasiment tous. Oui, le Congrès, le Sénat, la Cour suprême. Le seul contre-pouvoir qui reste, qui est important aux États-Unis, c'est les gouverneurs des États. Donc certains États vont pouvoir remettre en question devant les tribunaux des décisions qu'il a annoncées hier. Mais on connaît son rapport avec la justice, qui est quand même, je dirais, un peu olé-olé. Il est prêt à remettre en question des décisions de justice. Il est prêt à annoncer des choses qui sont clairement anticonstitutionnelles. La remise en cause du droit du sol, ça c'est pour l'immigration, on va y revenir dans le détail. C'est dans la Constitution. Mais sur le discours quand même qu'il a tenu hier, où il s'est montré très offensif, Trump qui souhaite un pays prospère, Trump qui veut un pays respecté aux quatre coins du monde, si vous étiez américain, est-ce que vous ne seriez pas emballé par son discours plein d'ambition ? Oui, à condition de ne pas être dans les minorités qui sont quand même assez nombreuses et qui pointent du doigt. Il y a une volonté, il y a aussi un vrai tribun, il faut en être conscient. Il a gagné la campagne là-dessus d'ailleurs. Il ne le doit à personne d'autre, son élection, qu'à lui-même et à ses qualités d'orateur. Mais il faut regarder derrière, très vite, et comprendre que face à un tribun de ce type, oui, volontariste, mais aussi caricatural, il faut être extrêmement volontariste, éviter les caricatures. Ce qui est compliqué, parce que du coup, il se retrouve à traiter des sujets complexes avec des réponses très simples, ce qui donne l'impression qu'il a réponse à tout, et la réalité, on va en parler, mais sur les sujets économiques. Allons-y maintenant. Allons-y, ouais, parce qu'il l'a dit tout de suite, hier, 25% de plus pour les droits de douane canadiens, mexicains, l'Europe ça va suivre, plus de voitures américaines pour éviter les importations. Là c'est l'America Only, c'est pas l'America First, seule l'Amérique. C'est l'Amérique seule, refermée sur elle-même, avec mécaniquement, du coup, des véhicules qui viennent en partie du Canada. Vous savez qu'une voiture automobile fabriquée aux États-Unis, à Détroit, il y a une bonne partie de ces pièces détachées qui viennent de l'autre côté de la frontière. Bon, Ford, Chrysler, General Motors vont payer leur carburateur 25% plus cher. Est-ce qu'on va le retrouver sur le prix de l'automobile ou pas ? Évidemment qu'on va le retrouver sur le prix de l'automobile vendu dans les concessionnaires à Chicago, à Los Angeles ou ailleurs. Donc, vous nous parlez du Canada, mais par exemple sur les pièces des Airbus, il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis aussi. Il y a beaucoup de pièces françaises qui sont exportées vers les États-Unis pour Boeing ou autres. On peut avoir des craintes pour ces industries-là qui sont vitales pour certaines de nos régions. Écoutez, en 2018, on avait essayé de l'en dissuader. Il a mis des tarifs importants sur les Airbus. Oui, évidemment, ça se traduit par des avions qui sont aujourd'hui vendus dans la moitié du monde. C'est-à-dire que la moitié des avions qui sont vendus dans le monde entier, c'est des Airbus faits en Europe, avec, oui, vous l'avez dit, des pièces détachées qui parfois viennent des États-Unis et qui peuvent se retrouver aussi plus chères ici. Donc, évidemment, la globalisation, c'est plus ce que c'était. L'âge d'or de la globalisation, pour reprendre son expression, c'est terminé. Notamment pour des raisons sociales, pour des raisons environnementales, pour des raisons politiques. Il faut changer la manière dont on commerce. Mais ce qu'il faut bien comprendre de Donald Trump, c'est que c'est l'homme du bras de fer systématique. Donc il règle les différends en faisant un bras de fer. Face à un bras de fer, il faut répondre en se musclant le bras droit, et surtout pas en baissant les bras, c'est le cas de le dire. Mais il faut aussi être conscient que, même pour les Américains eux-mêmes, ce qu'ils annoncent aujourd'hui, ça va être plutôt inflationniste que désinflationniste. Ça va se traduire plutôt par des
destruction d'emplois que des hausses d'emplois. Et puis, il va falloir reconstruire Los Angeles, où j'étais la semaine dernière, pour témoigner de ma solidarité des Français qui ont été touchés. Il va falloir reconstruire Los Angeles, et ce seront sans doute des immigrés mexicains qui vont le faire. Sauf que vous dites inflation, sauf que sur l'énergie, par exemple, quand il répète hier drill baby drill, c'est-à-dire on va forer pour prendre du pétrole et du schiste notamment, ça c'est un avantage comparatif énorme, au prix d'ailleurs des accords de Paris dont il va sortir. Ça peut avoir des effets très bénéfique pour les États-Unis, aux dépens des Européens. Non, mais bien sûr. America first and only, comme vous dites, ça va profiter à certains secteurs américains qui sont pas à plaindre. Le secteur énergétique américain, les grandes méga compagnies de pétrole américaines, elles vont bien, merci. Mais aujourd'hui, on drille déjà beaucoup, on creuse déjà beaucoup, on fore beaucoup aux États-Unis du gaz et du pétrole. Et donc il y a une bonne partie de ce qu'il annonce comme une hausse de la production en Amérique du Nord qui va venir du Canada, avec des taux de taxes de 25%. Donc, je pense que la réalité va être un peu plus compliquée que ce qu'il a prêché hier de manière systématique. Mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Aujourd'hui, on se réveille vraiment dans un monde différent de celui dans lequel on s'est couché hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un monde plus risqué, un monde plus imprévisible. Mais on fait quoi concrètement, nous les Européens? D'abord, on se rassemble. Ensuite, on répond de manière ferme à des attaques qui le sont aussi. Donc, j'entends ici ou là il faut discuter, il faut négocier, il faut se mettre d'accord. Il faut discuter, mais en étant rassemblés et en étant fermes. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est dans un moment de l'histoire où il faut choisir son camp et il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire quoi, il faut choisir son camp? Ça veut dire qu'il faut réagir de manière ferme à des agressions qui vont venir de manière plus ou moins formelle, mais ça a commencé hier avec le Canada, le Mexique, le Groenland, le Panama, etc., etc. L'état de droit international, ça doit pas être une chimère. Ça doit pas être un chiffon qu'on balaye d'un revers de main en se disant de toute façon, le droit, on s'en moque. Vous parlez de Donald Trump comme si c'était un adversaire. Ça n'est plus un allié ce matin. Les États-Unis restent le plus grand et le plus vieil allié de l'Europe et de la France. Mais il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a un chef d'État dont il faut reconnaître en passant quand même qu'il a été démocratiquement élu, sur un programme qui est en gros celui qu'il est en train de mettre en place. Donc face à un chef d'État démocratiquement élu qui met en place un programme qui vous affaiblit, on se renforce et on répond. Donc on n'est pas naïf, on est déterminé, il faut vraiment être rassemblés. J'ai vu hier qu'il y avait quelques chefs d'État, ils n'étaient pas nombreux, Européens qui étaient dans la salle. J'espère qu'ils intégreront bien l'intérêt des Européens, et notamment les intérêts des Italiens, en ce qui concerne Madame Meloni, pour répondre de manière rassemblée à ce qui peut ressembler à une certaine attaque. Mais on se demande sur quoi vous pouvez vous rassembler au niveau européen, comment les 27 peuvent trouver l'unité, ne serait-ce par exemple sur des questions économiques. Hier, Giorgia Meloni, à la tête de l'Italie, elle était à la cérémonie d'investiture. Donc là, elle est plus du côté américain que du côté européen. Non mais écoutez, si demain... concrètement, c'est quoi les réponses? De manière très concrète, si Donald Trump décide demain que les vins français, italiens, espagnols, les vins européens vont être 25% plus chers, est-ce que Madame Meloni va dire c'est pas grave, les producteurs de Chianti, je m'en moque? Évidemment que non. Va falloir qu'ils réagissent. Va falloir qu'on réagisse. Donc il faut qu'on mette en place. Il peut aussi décider de ne pas taxer les producteurs italiens et de taxer les autres. Là, je vous rejoins parce que en théorie c'est impossible. En théorie, l'Union européenne est unie face au commerce. Mais entre la théorie et la réalité. Avec Donald Trump, parfois, il y a une réalité alternative, comme il aime à dire, qui s'impose. Et dans ce cas-là, c'est la solidarité européenne qui doit s'imposer. Aujourd'hui. Je pense que, même si Madame Meloni a traversé l'Atlantique hier pour aller le saluer à son investiture, elle va vite revenir en Europe et en Italie. Si la France est affaiblie, si la Suisse est affaiblie, l'Espagne ou autre, l'Italie, évidemment, sera affaiblie. Avec qui, aujourd'hui, commerce l'Italie? Essentiellement avec ses voisins européens. Donc, non, moi, je suis pas naïf, mais il faut être déterminé, il faut agir, je dirais, de manière proportionnée. Pour l'instant, il a beaucoup parlé, il n'a pas encore fait. Il a parlé de droits de douane au Canada, au Mexique, pas encore en Europe. Il faut qu'on soit très ferme. Mais alors, sur France Inter, chez nos collègues, Stéphane Séjourné, commissaire européen, envisage un deal. L'Europe monte en puissance sur sa défense, puisque c'est une question sur laquelle Donald Trump a une demande, une Europe de la défense. En échange, les États-Unis n'entrent pas dans une guerre commerciale. Est-ce que ce deal-là vous semble valable ? Écoutez, c'est pas avec moi que Stéphane Séjourné négociera, mais c'est avec Donald Trump. Donc on verra comment ça se passe. Ce qui est vrai, c'est que je disais, j'étais à Los Angeles en fin de semaine, j'ai rencontré
un député, un congressman démocrate. Donc je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais alors, Donald Trump, vous en pensez quoi ? Il dit, bon, je suis pas un grand fan, mais si au moins il peut pousser l'Europe à investir davantage dans sa défense, ben, ce sera toujours ça de gagner. Donc même les démocrates pensent que sur ce point-là, l'Europe n'en fait pas assez. Et j'allais dire, même nous, la France, on pense que l'Europe devrait en faire davantage. On est davantage seul qu'on ne l'a été depuis 80 ans. Quand vous êtes seul, ben vous vous renforcez face à un monde, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique aujourd'hui, qui est, je dirais, un peu risqué, la Russie, la Chine. Il faut qu'on se renforce, et notamment évidemment dans la politique de défense, qui est une politique de souveraineté, qui est aussi une politique industrielle. Vous savez que j'y suis très sensible. On crée des emplois, on crée une force qui nous permet d'être plus forts ensemble face à un monde qui est clairement plus dangereux. Encore une fois, on a vu des responsables européens, Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne, Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission, être relativement conciliants, ouverts aux propositions de Donald Trump. Est-ce que c'est la bonne posture au moment où on se parle, ou bien il faut relever le gant ? Mais moi, je me méfie un peu de notre propension systématique à dire, bon, finalement, tout va bien se passer. Moi, j'espère que tout va bien se passer, mais on a un rôle à jouer pour que tout se passe bien. Parce que si on est passif, ben on se laissera marcher dessus. C'est le Premier ministre qui a dit on risque de se faire écraser. Face à un rouleau compresseur, vous faites quoi ? Vous vous allongez ou vous vous redressez et vous répondez avec force. Moi, je pense qu'il faut répondre avec force. Est-ce que c'est pas un peu perdu d'avance, en fait ? Je vous pose la question parce que il fallait regarder hier qui étaient les gens derrière Donald Trump, les géants de la tech, comme Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Tim Cook étaient tous là. Il y avait aussi Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Il était derrière Donald Trump avec une partie de sa famille. Comment vous le traduisez ça ? C'est une oligarchie qui va prendre le pouvoir, qui prend le pouvoir aux États-Unis ? Écoutez, Bernard Arnault, c'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires qui est très présent aux États-Unis, qui a des emplois, qui était présent parce qu'il était invité. J'allais dire, c'est son droit. Là où c'est compliqué, c'est quand vous commencez à mélanger les genres. Vous parlez d'Elon Musk. Oui, c'est l'homme le plus riche du monde. Oui, c'est un homme qui a bénéficié de subventions extrêmement importantes pour développer ses usines de voitures, ses fusées qui décollent et qui atterrissent. Il va être membre de l'administration, comme on dirait, membre du gouvernement. Oui. Il prend aujourd'hui un agenda politique qu'il porte comme rédacteur en chef absolu du réseau social qui était censé être le lieu de la liberté absolue et qui est en train de devenir son outil de propagande. C'est là que ça devient inquiétant, ce rapport incestueux. On a vu aussi la famille de Donald Trump qui était très présente, entre le pouvoir et l'argent. Joe Biden l'a dénoncé, moi je le dénonce aussi. Roland Lescure, vous êtes avec nous jusqu'à 9h, on laisse passer le fil info, il est 8h46, Maureen Suignard. À peine président des États-Unis, Donald Trump signe des dizaines de décrets pour sortir de l'accord de Paris sur le climat, pour se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, pour gracier aussi des émeutiers qui avaient pris le Capitole il y a 4 ans. Donald Trump déclare par ailleurs l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique pour empêcher l'immigration. La Chine dit à l'instant espérer une coopération au niveau du commerce. Donald Trump qui lève aussi des sanctions mises en place par Joe Biden contre des colons israéliens responsables de violences contre des Palestiniens en Cisjordanie. Du côté de la bande de Gaza, l'aide humanitaire entre dans la zone. Plus de 900 camions hier, mesure qui fait partie de l'accord conclu entre le Hamas et Israël le week-end dernier. Un médicament anticancéreux rappelé dans les pharmacies, le pomalidomide. Cela concerne tous les lots, mesure de précaution des autorités de santé puisqu'une poudre potentiellement dangereuse a été trouvée en dehors des gélules sur un lot non distribué. Et puis la vigilance passe de l'orange au rouge dans la vallée de l'Ar. Vigilance aux particules fines en Haute-Savoie, mais aussi dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il est interdit d'utiliser des chauffages individuels au bois d'appoint ou d'agrément. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et Roland Lescure, député Renaissance des Français d'Amérique du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. Vous nous parliez d'Elon Musk juste avant le fil info. Vous nous disiez qu'il était devenu le rédacteur en chef absolu de son réseau X, réseau que vous avez choisi, comme d'autres personnalités, de quitter sans préjuger de votre pouvoir d'influence. Qu'est-ce que ça va changer ? Déjà, ça va changer des choses pour moi. Je ne vais pas avoir l'impression de nourrir un réseau qui lui-même est détenu, dirigé par un homme qui va devenir membre d'une administration d'un pays autre et qui impose son agenda. Moi, j'ai bien vu la différence. Twitter, ça a toujours été un lieu, je dirais, où la haine circule rapidement et où les clashs sont légion. Mais depuis 2-3 mois, j'étais
abreuvé de tweets d'Elon Musk, trollé de manière systématique par des torrents de haine, et j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, quand on joue au football, c'est un sentiment ou c'est... Oui. Quand on est au football, on est à 11 contre 11. Si d'un seul coup, l'arbitre se met à jouer avec l'équipe adverse et interprète les règles à son avantage, vous pouvez continuer à jouer au foot. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Moi, je reste sur X, il faut porter le combat ». Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans ces moments de l'histoire, je le répète, mais où il faut choisir son camp. Il a trafiqué son algorithme pour faire remonter je sais pas, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Il y a une enquête qui est ouverte par la Commission européenne et on verra ce qu'elle dira. En tout cas, je ne suis pas dupe. Moi, j'ai vu mon fil Twitter changer du jour au lendemain, du tout au tout. Il a pris parti pour un candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est Légion. Il a mis 200 millions de dollars pour faire élire Donald Trump. Il se retrouve aujourd'hui avec un candidat qui n'aimait pas les véhicules électriques, qui maintenant les adore, et qui, par ailleurs, est un des faiseur de roi sur son réseau social à lui. Moi, je suis... Et je veux pas jeter la pierre à ceux qui décident. Mais ceux qui décident de rester, ils disent c'est pas le moment d'abandonner le combat, effectivement, contre les fake news, contre l'extrême droite ou le populisme. Ils disent nous, on fait confiance à la solidité de l'Union européenne pour faire appliquer sa législation. Vous, visiblement, non. Écoutez, quand vous êtes dans une soirée qui dégénère et qui risque de dégénérer en bagarre généralisée, vous pouvez appeler la police, vous pouvez vous jeter dans la meute et vous battre. Vous pouvez quitter la soirée en espérant qu'il y a suffisamment de gens qui la quittent pour qu'on se retrouve avec une soirée qui s'éteint. Moi, je suis dans l'option 3. Ça n'empêche pas d'appeler la police. La police, c'est l'Union européenne. Qui peut faire régner l'ordre, quand même. Et on peut faire les deux. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois quitter la soirée en disant « Mais c'est une bande de malades, moi, j'ai pas envie de rester dans cette soirée qui dégénère. » Et donc, qui n'a plus ce côté festif qu'avait à un moment X ou Twitter. C'est vrai que c'était... Mais ça donne pas raison à ceux qui disent, en fait, vous êtes contre la liberté d'expression ? Non, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Mon départ va pas changer la capacité d'Elon Musk et d'autres à continuer à tweeter ce qu'ils souhaitent. Et moi, je serai ailleurs sur d'autres réseaux sociaux qui ont aussi leurs défauts. Mais j'aurais pas l'impression d'intervenir sur un terrain où c'est l'arbitre qui décide des règles et qui peut éventuellement me mettre hors jeu, alors que je ne le suis pas. Il n'y a pas de VAR sur Twitter, ou alors c'est Elon Musk qui la tient du début à la fin. Vous entendez la petite musique depuis quelques jours. L'Europe, elle régule, pendant que les États-Unis, eux, ils innovent. C'est un peu ce que dit Benjamin Haddad, qui lui a décidé de ne pas quitter X, le ministre qui est en charge de l'Europe. Quand je vois X et TikTok, je vois surtout les rendez-vous ratés de l'Europe. Quand les autres ont innové, nous avons régulé. Vous pensez la même chose ? Je pense qu'en tout cas, il faut innover en Europe. On a beaucoup poussé l'innovation avec notamment France 2030 ces dernières années en France. On a la seule entreprise non américaine, je dirais, qui a de la valeur et de l'avenir dans l'intelligence artificielle, elle est française. Donc on est capable d'innover. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le Far West qui doit s'imposer à tous et à toutes ? Non. En revanche, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut que vos auditeurs en soient conscients, on a le plus grand marché du monde. C'est une force. Il faut qu'on l'utilise pour imposer des régulations qui sont pas là pour emmerder, comme disait le président Pompidou, les entreprises, mais pour protéger les citoyens. Et on protège les citoyens contre l'ensemble des attaques adverses qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur des règles du jeu qui soient les mêmes pour tous. Il faut qu'on puisse financer l'innovation. Elon Musk, il s'est pas fait tout seul. Starlink, ses fusées, SpaceX, elles ont bénéficié de milliards de subventions. Donc il faut aussi accompagner l'innovation. Roland Lescure, vous quittez X, donc détenu par Elon Musk, mais est-ce que vous restez sur Instagram, sur Facebook, détenu par Mark Zuckerberg ? Oui, parce que c'est pas la même chose. J'entends. Il a arrêté maintenant de corriger les fake news. Sauf en Europe, où il est obligé par la régulation de le faire. Mais la vraie différence, c'est qu'il est propriétaire de son réseau, qui doit appliquer la loi, mais qu'il n'y ait pas un prescripteur. Moi, je ne souhaite pas que les... Mais si le patron d'un journal français décidait de prendre la main sur la rédaction, vous imaginez le scandale que ça ferait ? Les Échos, le Figaro, Libé ou autres. C'est un sujet qu'on a souvent, dont on débat souvent entre nous. Il y a aujourd'hui des gens qui ont de l'argent, j'allais dire tant mieux pour eux, qui détiennent des médias en France. Mais il y a une muraille de Chine entre les rédactions et les propriétaires. Si c'était pas le cas, mais vous seriez tous furieux, et vous auriez raison en tant que journaliste. Et je pense que les politiques en seraient tout autant. Ceux qui plaident pour la liberté de la presse, matin, midi et soir y compris, sur des chaînes aujourd'hui qui ont un agenda politique très fort. Mais qu'est-ce qu'ils diraient si on leur imposait
de rédiger leurs articles dans le sens de leurs propriétaires. Mais ça serait totalement impensable en France. Donc il faut vraiment être conscient de ce qui se passe. C'est pas anodin ce qui se passe sur Twitter. C'est pas la virilité de Mark Zuckerberg dans une vidéo. Il tweet 100 fois par jour. Elon Musk. 100 fois par jour. Ouais. Autre question qui concerne d'ailleurs les conflits d'intérêts potentiels. Donald Trump a lancé l'avant-veille de son arrivée à la Maison-Blanche sa propre crypto-monnaie à son effigie. 7 milliards au cours d'entrée, 75 milliards pendant la journée, c'est un peu baissé hier, mais enfin voilà, énorme plus-value. C'est un mélange des genres. Je pense que la réponse est dans la question. Imaginez qu'à la place des pièces et des billets en euros, on mette l'effigie d'un président de la République ou d'un Premier ministre européen et qu'ils détiennent une partie des bénéfices qui vont avec, on serait totalement effaré. C'est le signe de quoi ? Non, mais c'est le signe de l'Amérique. Donc le rapport entre le business et la politique est beaucoup plus présent qu'ici. Une campagne américaine, ça coûte $1 milliard. En France, une campagne présidentielle, ça coûte 22 millions d'euros. Les entreprises ne peuvent pas financer, les étrangers ne peuvent pas financer. Vous et moi pouvons financer à hauteur de quelques milliers d'euros un candidat auquel on adhère. Là-bas, c'est des milliards. Elon Musk, 200 millions. Donc évidemment que ces rapports sont depuis longtemps présents et que les conflits d'intérêts sont de plus en plus patents, mais qu'ils l'ont un peu toujours été. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que les forces de rappel sont peut-être moins fortes qu'elles ne l'ont été. La justice reste indépendante, mais la Cour suprême, qu'en est l'instance suprême, a été majoritairement nommée par Donald Trump. La presse reste, je dirais, variée. Elle est peut-être pas indépendante, mais elle est au moins diverse. Mais il y a un certain nombre d'organes. Elon Musk, je veux pas faire une fixette, mais a dit le jour d'élection de Donald Trump, vous êtes le média. Donc il y a un certain nombre de médias qui sont en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui sont détenus par quelques-uns et qui, je le répète, ont un agenda politique. Retour en France, Roland Lescure, où le Parti Socialiste a décidé de ne pas censurer François Bayrou la semaine dernière. Mais le sujet maintenant, c'est le budget. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir négocier avec le Parti Socialiste pour ne pas être censuré à nouveau, et donc faire beaucoup de concessions au Parti Socialiste? Alors d'abord, je préfère qu'on négocie, qu'on censure de manière systématique, qui était un peu le cas du gouvernement précédent, avec, il faut le reconnaître, un Premier ministre, Michel Barnier, qui ne s'était pas tourné vers la gauche pour négocier. Là, on a un Premier ministre qui fait exactement ce qu'il fallait faire. Il s'est tourné vers à la fois le centre droit et le centre gauche pour négocier un budget qui a vocation à être majoritaire. Il a fait un certain nombre de concessions qui ont permis de ne pas censurer le gouvernement après un mois d'existence. C'est bienvenu. Cette négociation, elle va se poursuivre. Et j'espère évidemment qu'on trouvera un accord, et comme tout compromis, que chacun y mettra du sien. Alors la gauche, nous, la droite, il va falloir qu'on trouve un accord. Même si ça comprend plus d'impôts. Mais il y a des choses qui vont pas me plaire dans ce budget. Il y a même des choses d'ailleurs sur lesquelles je vais sans doute résister et faire mon travail de parlementaire. Moi, je suis pas un grand fan des impôts de production. Dans le budget, il y a visiblement $1 milliard de plus pour les impôts de production, qui sont des impôts qui affectent la compétitivité des entreprises. Donc le débat parlementaire va avoir lieu. Mais évidemment, il faut qu'il ait lieu avec comme objectif d'avoir un accord, plutôt qu'il ait lieu avec comme objectif de ne pas avoir d'accord. Parce que on en a besoin, on en parlait depuis 25 minutes. Le monde est dans un état tel aujourd'hui que si la France n'a pas de budget, je suis pas sûr qu'on sera fort et unis comme je l'ai appelé de mes vœux. Vous parlez justement des impôts de production, des entreprises qui sont parfois de plus en plus même un peu brinque-ballantes. Vous étiez ministre de l'Industrie il y a encore quelques mois, en 2024. La France a connu son record de défaillances d'entreprises et les prévisions donnent une année 2025 encore pire, surtout dans l'industrie. Donc, ça veut dire que la France n'est plus un bon pays pour avoir une entreprise ? Non, c'est pas vrai. Bon, dans ces chiffres, il y a à la fois un peu, je dirais, l'heure de vérité du Covid. Il y a des entreprises qui avaient été maintenues en vie alors qu'elles n'avaient peut-être pas les reins assez solides pour ça et qui doivent maintenant rembourser leurs dettes. Il y a un prêt garanti par l'État. Et donc, il y a des défaillances d'entreprises en 2024 qui sont en partie liées à ça. Je ne veux pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'était un peu inscrit. Et une partie qui est liée aux incertitudes internationales, à la conjoncture internationale, face auxquelles il faut réagir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le budget, il faut être très sensible aux investissements. Moi, je m'étais battu dans le budget précédent pour qu'on préserve les subventions à la décarbonation de l'industrie. L'industrie sera verte ou ne sera pas. Eh ben, elles ont été maintenues. Et le gouvernement a annoncé qu'elle serait préservée dans le budget à venir. C'est très bien, 1,6 milliard pour décarboner l'industrie, et avec derrière des emplois dans les territoires. Donc il faut être très sensible, je dirais, à évidemment être responsable,
baisser les dépenses, surtout les dépenses de fonctionnement, mais continuer à investir dans l'avenir, notamment l'avenir de l'industrie. Et il y a une dernière disposition dont on voudrait vous parler, c'est dans le budget, travailler 7 heures de plus par an. En tout cas, ça revient dans le débat. C'est une piste pour la ministre du Travail qui est issue de LR, Catherine Vautrin. Est-ce que vous y êtes favorable ? J'en suis pas sûr. On va voir le débat. J'ai besoin d'être un peu éclairé. En revanche, ce qui est clair, c'est que face à la conjoncture internationale dont je parlais tout à l'heure, il faut plutôt qu'on travaille plus que moins. Donc il faut qu'on continue à faire baisser le chômage. Il faut qu'on préserve évidemment un âge de la retraite, de mon point de vue, qui est un minimum, 64 ans, pour qu'on puisse mettre des seniors au travail. Un certain nombre d'entre eux d'ailleurs le souhaitent et n'y sont plus, parce que les entreprises ont eu la main un peu facile sur le chômage des seniors. Il faut que collectivement on ait ce débat sur le temps de travail. Est-ce que c'est un jour de plus, comme ça avait été fait il y a quelques années ? Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'on puisse porter ce débat du travailler plus pour que la France soit plus forte. Je pense qu'on y a tous intérêt. Le travail, c'est la santé, comme disait l'autre. Moi, je pense que le travail, effectivement, fait partie des forces de la France. L'innovation, la créativité, l'industrie doit nous permettre d'aller plus fort, d'aller plus loin. Roland Lescure, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely, pour les informer dans quelques minutes.